entre collègues ou dans la rue, on a immédiatement une petite goutte de sueur qui perle au front. On se dit qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on dit sera surveillé pour être utilisé contre nous à des fins plus ou moins honnêtes. C'est vraiment le sujet par excellence qui est sans milieu. C'est-à-dire que soit on est infiniment favorable à l'immigration et il faut les accueillir à l'infini, soit il faut tous les jeter à la mer parce que voilà, ils nous pompent l'air. Donc en gros, c'est très difficile d'avoir une réflexion posée, raisonnable, on va dire, factuelle, chiffrée sur ce sujet, puisque l'émotion a complètement phagocyté le débat. Il n'y a même pas de débat, hein, c'est d'où le titre du livre, La France interdite. Aujourd'hui, sur un plateau de télévision, des individus vont se fâcher très fort si vous apportez une vision critique de l'immigration. Moi, j'en ai fait la mère expérience. À peine mon livre a-t-il été présenté chez Pascal Praud qu'un individu m'a traité d'abject, avant même de connaître le contenu du livre ou le détail de ce qu'il développait. Parce que l'immigration, pour la plupart de ces individus qui ont accès aux grands médias, elle est incritiquable. C'est-à-dire qu'en gros, vous connaissez par cœur les slogans, l'immigration est une chance, la diversité est une richesse, etc. Ce ne sont pas des raisonnements basés sur des faits, c'est-à-dire quelque chose de rationnel, ce sont des pétitions de principe. Et moi j'ai voulu vérifier tout ça, donc je me suis dit, d'accord, très concrètement, si l'immigration est une chance, la diversité est une richesse, on doit pouvoir le vérifier dans les chiffres. On doit pouvoir le prouver, en fait. En tout cas, ce serait intéressant d'aller au bout de ce sujet, surtout quand on sait. Je me suis aperçu que d'après les enquêtes d'opinion, à peu près 75% des Français se disaient contre l'immigration, estimaient que l'immigration n'était pas une chance. Et donc, il y a une sorte de dualité intéressante entre cette opinion qui est très majoritairement sceptique vis-à-vis de l'immigration et les grands médias qui sont pour le coup très majoritairement favorables, en tout cas vont diffuser des préjugés favorables à l'immigration en permanence. Les grands médias, les grands universitaires, la haute administration, la plupart des politiciens, en gros tous ceux qui sont qui ont accès à cette expression publique et qui parlent chaque jour à des millions de Français, puisque c'est un petit peu le fameux déséquilibre de l'expression, c'est-à-dire que les 75% de Français qui sont contre, sans compter tous ceux qui n'ont pas osé le dire aux sondeurs, eux ne peuvent parler qu'à leurs voisins ou à quelques dizaines de personnes par jour, alors que les individus qui sont dans les grands médias, ils parlent tous les jours à des millions de Français. Je crois que les Français, aujourd'hui, 50 millions de Français regardent la télévision 4 heures par jour et écoutent la radio au moins 2 heures. Donc, face à cette toute-puissance de l'expression médiatique, en fait, on est très peu de choses. Donc, il y a un déséquilibre assez fondamental de l'expression. Aujourd'hui, alors le livre commence par un bilan, c'est-à-dire un bilan chiffré. Démographiquement, est-ce que cette immigration est un fantasme? Parce que moi, en général, quand je rencontre des Français, ils me disent, moi, je vois les états civils, les photos de mariage, les photos de classe dans les journaux, je me promène dans la rue, j'ai l'impression que la population de mon pays n'est plus tout à fait ce qu'elle a été il y a quelques années. Et en général, à la télévision, vous aurez des démographes qui vont vous expliquer, mais non, c'est une pensée nauséabonde qui est conditionnée par un parti innommable. En réalité, le taux d'immigration en France est le même depuis plus ou moins toujours, il est parfaitement stable et n'évolue pas. Alors, le taux d'immigration, ce qu'oublie de préciser le démographe, c'est que ça concerne les individus nés à l'étranger. Les immigrés, c'est ça, c'est uniquement les individus nés à l'étranger. Mais beaucoup d'individus nés à l'étranger deviennent français, je crois plus de 40% par génération, et leurs enfants nés en France sont français. C'est-à-dire que les descendants de l'immigration aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux que les immigrés eux-mêmes. Les immigrés qui sont d'ailleurs constamment renouvelés, puisqu'il y a 250 000 titres de séjour délivrés chaque année. Il y a 3 millions de visas qui sont délivrés aussi. Donc ces flux migratoires sont très importants, sans précédent non plus. Et donc quand vous additionnez les immigrés, les descendants d'immigrés, qu'ils soient de première, deuxième ou troisième génération, vous arrivez aujourd'hui à peu près à un tiers de la population française qui est issue de l'immigration.
Alors ça ne veut pas dire qu'elle est issue de la diversité visible, c'est-à-dire ceux qui sont visiblement issus d'une origine extra-européenne, c'est-à-dire hors d'Europe. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1/5 des Français, un Français sur 5, qui sont issus de cette fameuse diversité extra-européenne. Après, le démographe en général du service public oublie de nous parler de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'il oublie de nous dire que les autochtones, les Français natifs qui sont les plus âgés, en général, sont très majoritairement d'ascendance européenne. Et plus on descend la pyramide des âges, plus le nombre d'individus d'origine extra-européenne va augmenter. Et quand on arrive aux nouveau-nés, on a à peu près un peu plus de 40% des naissances qui sont d'origine extra-européenne. Donc c'est un changement objectif majeur, un bouleversement dans la structure de la population française qui n'a jamais existé puisque la France a toujours été à plus de 99,9% d'origine strictement européenne. Et ce changement, il est quasiment impossible d'en parler dans les grands médias aujourd'hui. Vous êtes accusé de complotisme et de tout ce qu'on veut. Pourtant, ces statistiques, comme je le montre dans le livre, existent, les démographes les connaissent, mais ils ont tout simplement peur d'en parler parce qu'on va les accuser de faire le jeu, non c'est qui, etc. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement compliqué. Pourtant, moi je pense qu'il y a le français a le droit de savoir ce qui se passe. Je pense qu'à partir du moment où on fait de l'information un problème et un interdit, eh bien on s'interdit de résoudre, sans doute de regarder en face beaucoup de problèmes sociaux, donc d'y apporter des réponses adaptées, et on s'enferme dans une forme de tabou, donc de tyrannie émotionnelle, celle dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez avec des chiffres comme ça, vous êtes menacé, accusé, etc., et comme vous avez très peur d'être ostracisé, exclu de votre groupe, eh bien vous vous pliez à cet ordre moral dominant. Donc moi c'est pas ce que j'ai fait, et je me suis demandé ensuite, comme la démographie était telle, ce que la France allait devenir dans les années qui viennent. Eh bien, d'après les démographes de l'ONU, on estime qu'autour de l'an 2060, les Français autochtones seront minoritaires sur leur propre sol. Parce qu'il y a des lois démographiques. Aujourd'hui, les Françaises autochtones ont 1,2 enfants à peu près par femme. Il en faut 2 pour renouveler les générations. Cette population très vieillissante est petit à petit remplacée par une population d'origine extra-européenne qui est très jeune et qui a une fécondité très élevée. Le terme remplacement a été utilisé par l'ONU dès l'an 2000 parce que l'ONU, devant cette dénatalité très préoccupante des Européens, a fait appel à cette immigration de remplacement. Donc une immigration susceptible de maintenir le nombre de consommateurs au beau fixe, sans se préoccuper du différentiel culturel, du niveau de qualification des individus qui venaient en Europe et en France. Aujourd'hui, on a recours à ce qu'on appelle, en général, ce que les démographes appellent une immigration de quantité. Ça veut dire beaucoup d'individus qui sont très peu qualifiés et donc qui viennent essentiellement du Moyen-Orient, du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Il faut savoir que les démographes pensent que cette croissance migratoire n'en est qu'à ses débuts. On compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants en Afrique subsaharienne. Il y en aura 4 milliards en l'an 2100. Donc mécaniquement, aucun pays ne peut suivre une telle croissance démographique. Ça veut dire au niveau des infrastructures, au niveau de l'alimentation et au niveau du développement, c'est absolument impossible de suivre cette croissance que rien ne pourra endiguer. Pas même une guerre, pas même une épidémie, pas même de gigantesques conflits. Cette démographie, elle est déjà là, la bombe a déjà explosé, la bombe démographique, comme disait le président Macron, et mécaniquement, des centaines de millions d'individus vont aller chercher ailleurs de quoi subsister. Et ailleurs, en premier lieu, en Europe et en France, puisque la France a passé beaucoup d'accords de migration avec ses anciennes colonies. Donc de très nombreux migrants, d'après l'africaniste Stephen Smith, à peu près 50 millions d'Africains subsahariens viendraient en France dans les 30 à 40 prochaines années. Donc la question est très simple, soit la France les accueille et s'en enrichit et tout va bien se passer, soit la France prend la décision de fermer ses portes. Là, en général, les démographes vont vous dire « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas contrôler l'immigration, c'est un fantasme ». Sauf que si vous regardez bien, il y a plusieurs pays qui contrôlent leur immigration parfaitement. Le Japon, par exemple, les Japonais représentent une population très vieillissante. Ils accueillent 11 demandeurs d'asile par an. 11, j'ai bien dit 11, 5, 1. C'est un pays développé, très puissant. Leur démographie est assez catastrophique puisque leur taux de natalité est parmi les plus bas du monde.
1,2 enfants par femme, l'espérance de vie étant très élevée, ça va coûter évidemment très cher au système social japonais, mais le Japon refuse culturellement absolument d'avoir recours à l'immigration de masse pour pallier à cette dénatalité. Et il est la démonstration vivante qu'un pays peut le faire. L'Australie le fait aussi. L'Australie a dissuadé les migrants d'approcher ses côtes par des campagnes publicitaires, ce qui coûte beaucoup moins cher que les accueillir. Et du coup, plus personne ne tente la traversée aujourd'hui, plus personne ne se noie entre l'Australie et le reste du monde. La Hongrie, qui est un pays continental, aussi l'a fait. C'est-à-dire que la Hongrie, qui est une voie migratoire, a réquisitionné des chômeurs pour faire construire des barrières physiques, c'est-à-dire des barrières, des barbelés, des miradors, etc., et a puni de crime toute tentative de franchir sa frontière. Donc, le nombre d'individus qui la franchissaient est tombé à 0 en quelques heures. Parce que les prisons hongroises, j'aime autant vous dire qu'il vaut mieux éviter ça. Donc, quand on veut, on peut, en fait. Et ça coûte évidemment beaucoup moins cher. L'Allemagne a calculé que que chaque réfugié allait lui coûter à peu près 450 000 euros par réfugié au long de l'existence d'un réfugié. Donc la Hongrie a choisi de fermer les vannes. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'Europe parce que l'Europe voit son argument principal ruiné, c'est-à-dire l'argument on ne peut rien y faire ne tient pas du tout en réalité. Et ça, c'est la démonstration que nos élites, nos responsables ne le veulent pas. C'est-à-dire on le peut, mais eux ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Alors on peut se donner tout un tas d'excuses. En général, on prétend que c'est parce qu'on a signé la Convention européenne des droits de l'homme qui nous a imposé le regroupement familial, que Giscard avait contresigné, mais il n'avait pas le choix puisque c'était compris dans cette Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez vu d'ailleurs que Giscard s'est aperçu, après 50 ans de mûre réflexion, que ce regroupement familial n'était peut-être pas une bonne idée. C'est vrai, à l'époque, pour être honnête avec lui, c'est vrai qu'il était difficile de prévoir l'ampleur que ça allait prendre. La Convention européenne des droits de l'homme nous oblige aussi à expulser les immigrés individu par individu. C'est-à-dire qu'avant, on avait le droit de les expulser par lot. La France avait expulsé des Polonais par wagon entier quand elle avait plus besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est interdit. Ça veut dire que les individus arrivent par bateau entier et on doit utiliser un avion par individu expulsé. Donc avion par avion, vous imaginez le coût, sachant qu'il faudrait expulser à peu près 70 000 déboutés de la demande d'asile par an, plus tous les clandestins. Bref, c'est la Convention européenne des droits de l'homme rend matériellement le contrôle de notre souveraineté migratoire impossible. Mais c'est juste un traité. Et la France doit être un des seuls pays au monde à respecter les traités internationaux. C'est très facile de dénoncer un traité. La France, avec le poids qu'elle a dans l'Union européenne, si Macron disait à Merkel si ce traité n'est pas renégocié dans l'heure, la France quitte l'Europe, l'Europe est morte. Donc l'Allemagne ne peut que céder. Mais évidemment, Macron ne le fera pas, parce que Macron est Macron. Voilà. Donc c'est vraiment une question de volonté politique pure. On voit que d'autres pays n'ont pas du tout la même ligne que Merkel et Macron. Les choses sont en train de bouger très vite en Europe, en Italie, en Allemagne, dans les pays de l'Est. Je l'ai dit au Japon, des pays qui culturellement n'ont pas du tout la même vision des choses que nous, qui ne comprennent pas du tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Après tout, peut-être que les Français, les 75% de Français ont tort de refuser l'immigration si réellement elle est une chance pour la France. Donc ça, c'est la deuxième, troisième et quatrième partie du livre. J'ai voulu répondre à cette fameuse question. L'immigration est-elle une chance? Donc économiquement, en général, on nous expliquait, jusqu'à il y a peu de temps, on nous disait oui parce que ça rapporte. Et là, aujourd'hui, le discours a un petit peu changé. C'est, elle nous coûte un peu, mais pas beaucoup. L'enrichissement culturel, ça vaut bien de perdre un petit peu d'argent. Alors, pourquoi elle nous coûte de l'argent? Parce que cette immigration de quantité, comme je l'ai dit, elle n'a pas le même niveau de qualification. Elle a un taux d'emploi qui est très inférieur au taux d'emploi des natifs. Elle a un taux de délinquance qui est très supérieur, elle a un taux de recours aux aides sociales qui est très supérieur, et quand on fait comme ça le total du gain-bénéfice, eh bien, il s'avère qu'on perd de l'argent. Alors, pas tout le monde, parce que les individus qui sont au sommet de la pyramide économique, à partir du moment où il y a 10 millions de consommateurs de plus en France, ils vont en profiter.
parce qu'il y aura des retombées économiques directes pour les grands patrons, par exemple, les individus très qualifiés. Par contre, plus on descend dans la pyramide économique, plus on s'aperçoit que les travailleurs moyens et sous-qualifiés vont transférer une grande partie de leurs revenus sous forme de fiscalité pour entretenir une partie de ces arrivants. Donc ce sont eux qui vont le plus y perdre par un transfert de richesse. Et on oublie souvent dans l'équation économique certaines variables, comme notamment le coût de l'insécurité. Comme j'ai montré dans la France Orange Mécanique, à peu près les 2/3 des crimes et délits commis en France aujourd'hui sont commis par des individus issus de l'immigration. Là, le coût de l'insécurité est évalué à plusieurs dizaines de milliards, voire plusieurs centaines de milliards par an. Donc ça coûte extrêmement cher, et une partie de ce coût peut être imputée à des jeunes issus de l'immigration. Je crois que 75% des prisonniers aujourd'hui sont issus directement de la première génération d'immigrés et de la seconde génération d'immigrés. Il y a le coût du terrorisme. Je ne sais pas si vous avez regardé la télévision ces dernières années. En tout cas, 100% des actes terroristes peuvent être imputés à des jeunes issus de l'immigration. Ça coûte également très cher. Il y a le coût sanitaire de l'accueil des réfugiés, avec un tas de maladies qu'on pensait éradiquer qui ressurgissent, un risque très important à ce niveau-là, le coût de l'accueil, comme je l'ai dit, des demandeurs d'asile, qui sont toujours plus nombreux, donc ce coût est toujours plus important, le coût des mineurs isolés. Bref, tous ces coûts mis bout à bout, on arrive à une ardoise extrêmement salée, donc l'immigration économiquement coûte très cher à la France et c'est pas prêt de s'arranger. Puisque cette immigration, la France attire de moins en moins l'immigration de qualité, c'est-à-dire des individus qui vont faire profiter leur pays d'accueil de leurs compétences. Aujourd'hui, ils vont voir ailleurs. Et même les Français formés, en général, rêvent de s'expatrier aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui sortent avec un diplôme d'ingénieur ou de scientifique des grandes écoles, ils rêvent que d'une chose, c'est d'aller en Australie, c'est d'aller en Asie, c'est d'aller aux États-Unis pour vendre leur cerveau plutôt que de le soumettre à la fiscalité qui va les étrangler toute leur vie ici pour profiter à des individus qui, d'après eux, le méritent beaucoup moins. Donc tout ça a des conséquences. Les conséquences, pour moi, les plus dommageables de l'immigration sont sociales. Ce que le sociologue Robert Putnam d'Harvard appelle le capital social, c'est ce qu'on pourrait appeler le lien social. En gros, le lien de confiance qui va unir les citoyens les uns aux autres. C'est-à-dire là, par exemple, nous sommes tous assis dans une salle extrêmement exiguë et ça demande d'intérioriser un certain nombre de normes sociales importantes qui fait qu'on n'est pas tous en train de se mordre. Enfin, ça se passe très bien parce que on a un degré de civisme. On surmonte cet état de promiscuité qui pourrait être très gênant et tout se passe très bien parce que la société est faite comme ça, de normes de réciprocité. Et le sociologue Robert Putnam a montré que dès lors qu'une société perdait en homogénéité, c'est-à-dire que des groupes culturellement divers croissaient en son sein, eh bien ce capital social se désagrégeait. C'est-à-dire que les individus perdaient confiance non seulement envers ces autres groupes, mais aussi envers leurs proches, leurs semblables, leurs institutions, la police, les médias, etc. Et ils allaient se replier sur eux-mêmes. Et comme notre société devient une sorte de compétition intercommunautaire où chacun essaie par le clientélisme de récupérer de l'argent avec ses associations, vous savez ça par cœur dans les grandes villes aujourd'hui, un peu d'argent, une mosquée, oui mais tu votes pour moi, etc. Et des petits arrangements entre amis. Et du coup l'honnête citoyen qui lui travaille dur et paie ses impôts pour ce pays ne voit plus l'intérêt général là-dedans et se dit que finalement il va essayer de récupérer sa mise et peut-être de tricher un peu lui aussi. Et finalement ce fameux intérêt collectif, on le voit s'effriter petit à petit et on voit bien que les Français aujourd'hui ne se fient plus les uns aux autres, en tout cas beaucoup moins. D'autant que le pays, comme je l'ai dit en introduction, est victime de cette espèce de partition morale, hein, c'est-à-dire que vous avez des individus qui vivent comme ça dans des sphères un peu irréelles, coupés du quotidien, qui eux pensent très bien, et le Français d'en bas, périphérique, qui lui vit le quotidien tous les jours et qui n'a pas du tout autant de raisons d'être optimiste. Donc la société, comme ça, on la voit se fragmenter petit à petit. Il y a aussi une conséquence qui n'est pas négligeable, qui est celle de la baisse du niveau, parce que, comme je l'ai dit, une immigration d'individus largement sous-qualifiés, ça a des conséquences économiques inévitables. Scolaires en tout premier lieu, on parle beaucoup aujourd'hui du niveau scolaire en baisse.
C'est confirmé par toutes les enquêtes internationales, hein. La France s'effondre dans tous ces classements. Et quand on fait le distinguo entre les individus issus de l'immigration et les natifs, on se rend compte que les individus issus de l'immigration, en moyenne, tirent vraiment vers le bas le niveau scolaire français. Ça, c'est un fait. Encore une fois, vous regardez un débat à la télévision sur le pourquoi du recul scolaire, vous n'entendrez jamais parler de l'immigration. On va vous dire c'est la méthode syllabique, c'est le machin, il n'y a pas assez de moyens, les professeurs, etc. C'est la même chose que pour l'autorité dans les classes ou pour l'insécurité à l'école. Vous avez entendu parler de cette indignation des professeurs parce qu'une vidéo est sortie et on y voyait un petit bout de réalité de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans des classes, même pas dans une zone sensible d'ailleurs, mais dans des classes en général. Et évidemment, l'angle mort de ce sujet, c'était le problème communautaire, c'était le problème de l'immigration, c'était le problème que dans beaucoup de quartiers en France aujourd'hui, celui qui doit s'assimiler, eh bien, c'est l'autochtone parce que il est complètement minoritaire dans certaines zones de son territoire, donc il s'adapte à la culture dominante de telle ou telle zone, et donc qui consiste à ne pas écouter son prof, à le menacer, etc., etc. Donc là, on a un phénomène d'assimilation à rebours, en quelque sorte, sur des pans entiers de notre territoire. Et cette question-là n'est jamais amenée sur la table. La question du niveau non plus. Aujourd'hui, on vous garantit que les immigrés ont toujours le même niveau que les autochtones. Objectivement, c'est faux. Toutes les enquêtes montrent que, notamment, on a mené sur la médecine, le niveau des médecins, le niveau des ingénieurs, etc., baisse substantiellement parce que plutôt que de maintenir un niveau d'exigence élevé, eh bien, la France va s'adapter à la baisse, en fait, va s'adapter à l'évolution de la population. Et le niveau du bac, aujourd'hui, est un excellent exemple. C'est-à-dire que le bac, aujourd'hui, à peu près tout le monde l'a, donc il vaut absolument plus rien. Le certificat d'études, 50% des Français l'avaient, ça correspondait donc au niveau moyen. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des tests amusants, l'armée fait passer les mêmes tests depuis les années 60 à ses recrues. Et donc on m'a montré le nombre de candidats qui avaient le bac augmenté comme ça, donc qui tentaient l'armée, et le taux de réussite au test de l'armée baissait comme ça. C'est-à-dire que plus les individus ont le bac, plus visiblement ils sont mauvais. Il y a aussi le niveau du brevet des collèges. Et, enfin, bon, bref, en gros, tout le monde s'adapte à cette baisse de niveau, y compris la fac, y compris les écoles d'ingénieurs, y compris toutes les filières d'excellence. Parce que aujourd'hui, il est très à la mode aussi de valoriser cette diversité, en particulier dans les grandes entreprises. Là, pour le coup, c'est une forme de racisme à rebours qui est assez impressionnante. Ça veut dire que pour un parti politique, pour une grande entreprise, pour un grand groupe, pour un publicitaire, il est très important de valoriser la diversité dite visible. Ça veut dire, il est important de montrer des personnages issus de cette diversité. Le terme métissage est très valorisé aujourd'hui par la morale dominante, par les publicités. Sarkozy, quand il faisait un meeting, il voulait absolument, il le disait, je veux avoir un noir à côté de moi sur la photo à la fin. Donc vous débrouillez, vous en faites venir un, je le prends en photo à côté de moi. C'est épouvantablement raciste, c'est tout à fait néocolonial, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de cynisme dans ces grands groupes. Et finalement, on préfère promouvoir un individu pour cette idée que la diversité ou le métissage le rend intrinsèquement supérieur aux autres, ce qui est vraiment difficile d'être plus raciste, objectivement, plutôt que sur ses compétences réelles. Donc on arrive, donc c'est l'encontre totale du mérite républicain, évidemment. Et aujourd'hui, la France pratique objectivement la discrimination visible, parce que toutes les enquêtes de l'INSEE vont vous dire les immigrés n'y arrivent pas parce qu'ils sont discriminés. Très bien, je me suis posé la question, j'ai voulu vérifier ça. Parce qu'on nous dit en gros, un individu issu de l'immigration qui a un niveau licence et un individu natif qui a un niveau licence, eh bien, l'individu issu de l'immigration, il a un salaire plus bas, il a moins d'accès à l'emploi, etc., etc. Sauf que le niveau de diplôme égal ne signifie pas un niveau de compétence égal. Et ça, c'est ce qu'a montré l'OCDE. Quand on fait passer des tests de compétences aux individus, on se rend compte que la licence pour un immigré ou un individu issu de l'immigration, elle équivaut au niveau bac en réalité. Ça veut dire que les licences en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, évidemment, n'ont pas du tout le même niveau que les licences en France. Et du coup, cette discrimination, elle est totalement en trompe-l'œil, puisque quand on se base sur le niveau de compétences réelles, on se rend compte que non seulement l'individu issu de l'immigration
n'est pas discriminé par rapport à ses compétences, et même qu'il est discriminé légèrement positivement. Ça veut dire que les employeurs, comme je l'ai dit aujourd'hui, du fait de cette morale qui règne sur cette question, se sentent obligés d'en faire un peu plus avec des individus issus de l'immigration. Certains l'assument pas parfaitement. Hein. Le PDG de L'Oréal avait déclaré chez moi, un individu qui a un nom à consonance étrangère, il a plus de chances qu'un Français de souche d'être recruté. Voilà, donc là c'est clairement du racisme, mais il n'y a aucun problème parce qu'il va dans le bon sens. Donc tout est comme ça. Et encore une fois, évidemment, il ne faut pas imaginer que tout le monde a une idée diabolique derrière la tête, mais simplement si vous avez un conseil des ressources humaines d'une entreprise et qui réfléchit à sa prochaine publicité, si vous avez une RH qui dit moi je pense que ce serait bien de mettre un noir sur la pub, évidemment dans toute la réunion personne ne va oser dire le contraire, parce qu'il y a cette espèce de peur, comme je l'ai dit, qui fait que nous pensons qu'il est très bien d'aller dans ce sens-là sans se rendre compte que c'est vraiment une forme de racisme, mais comme elle est du bon côté des choses, du bon côté de l'indignation, et qu'on a très peur de se voir accusé de faire le jeu dans c'est qui, du retour des heures les plus sombres, etc. Et ben on la ferme et on accepte cette situation. Et donc pour en finir sur ce sujet, pour faire finir ce survol, la question la plus importante de ce livre, c'est justement cette question de la morale. Ça veut dire que nous sommes des animaux domestiques, hein, ça j'en ai un peu parlé dans la France Big Brother, c'est-à-dire que nous sommes hautement dépendants de notre groupe, nous avons très peur de l'abandon, d'être pointés du doigt, ostracisés, parce que durant les âges glaciaires, ça équivalait à notre mort physique. Donc nous avons très peur de cette exclusion sociale, et nous avons tendance à conformer nos jugements aux idées dominantes. Et ces idées dominantes sont très fortement véhiculées par les mass médias, qui vont nous conditionner, peut-être pas entièrement, qui vont peut-être pas refaire entièrement notre pensée, mais au moins à la minimiser très fortement lors d'une interaction sociale avec nos semblables. Quand c'est valable pour nous tous, personne ici ne peut trouver n'est un contre-exemple. À moins d'avoir absolument rien à perdre dans cette société, on adapte constamment nos propos et nos opinions visibles à l'air du temps, à l'ambiance, à cette espèce de conditionnement qui règne. Évidemment, si vous êtes tout en bas de l'échelle, je prends souvent l'exemple du type qui est accoudé au bar 24 heures sur 24, qui n'a rien à perdre dans cette société, lui peut dire tout ce qu'il veut, parce qu'il n'a rien à perdre et personne ne l'écoute de toute façon, à part le tenancier du bar qui n'en peut plus. Mais plus vous montez sur l'échelle dans cette société, plus vous risquez de vous faire mal si l'échelle tombe. C'est-à-dire, plus vous avez du poids, plus vous avez investi, c'est-à-dire dans votre carrière, vous avez une belle maison, vous avez une existence confortable, vous avez des amis, etc. Et là, ça commence à être difficile de prendre des risques. Moi, souvent, j'ai fait l'école de journalisme et beaucoup de mes collègues me disaient « Mais moi, je vais faire un truc génial, je vais investir ce milieu-là et je vais la jouer en sous-marin pendant 40 ans. Je vais garder mes idées, mes convictions, et tout d'un coup, dès que je serai au 20h de TF1, paf, je dirai ce que j'ai sur le cœur. » Et je lui dis, mais oui, mais tu vas le faire qu'une fois. Parce que après, on te verra plus jamais. Jean-Pierre Pernaut, par exemple, qui est le dinosaure absolu dans ce monde-là, avait une fois émis une comparaison. Il avait dit, c'est très bien de s'occuper des réfugiés, mais on s'occupe pas des SDF. Eh bien, ça s'appelle un dérapage, et il avait eu des problèmes extrêmement sérieux pour avoir seulement fait cette comparaison. Et tout Jean-Pierre Pernaut qu'il est, il aurait pu très bien se voir indiquer la sortie, et s'il récidive, là, c'est clair qu'il n'animera plus, il ne présentera plus le 20h de TF1. Donc, en gros, c'est très bien d'avoir des convictions, mais en règle générale, tous ceux qui ont investi pendant des années pour arriver dans ces postes de prestige au sein de ces grands médias, de ce système universitaire, de cette haute administration, eh bien, ce sont eux qui ont renoncé le plus à leur esprit critique. Donc, ils suivent le mouvement et ils refusent de s'interroger. Il ne faut pas croire que tous ces individus sont très militants. Il y a assez peu de militants réels, mais il y a beaucoup de victimes, c'est-à-dire de suiveurs. Et nous sommes tous un peu des suiveurs, hein, de toute façon. C'est pour ça que 75% des Français aujourd'hui sont aux ordres d'une infime minorité d'individus qui conditionnent leur opinion, et qu'il y a extrêmement peu de rébellion et d'agacement de la part de ces Français, parce que nous vivons dans une situation de confort relativement appréciable, et on a tous quelque chose à perdre aujourd'hui, donc on a plutôt envie de se dire qu'un homme providentiel ou une femme va arriver et va nous sauver, va nous tirer de là,
et on pourra rester tranquillement dans le salon sans rien faire, ou alors de croire que tout est foutu, hein, beaucoup le disent aussi, les Français aujourd'hui, tout est foutu, c'est aussi une manière de dire qu'on ne doit plus rien faire. En fait, il y a un effet un peu bande sardine, c'est-à-dire les citoyens, enfin tous, hein, je me mets dedans, on est tous un peu dans ce banc de sardines et on aimerait beaucoup tourner, mais on n'a pas envie d'être les premiers à le faire parce qu'on a peur de se faire bouffer, d'être pointé du doigt, etc. Donc il y a une forte inertie dans la population parce que ce conditionnement médiatique est très puissant. Et donc on attend de voir ce qui va se passer, on regarde à côté les voisins, les autres, et on espère que ça va changer. Mais c'est la conclusion de mon livre. Si le Français aujourd'hui veut se réapproprier cette souveraineté qu'on lui a prise, s'il veut imposer son opinion de nouveau, ne serait-ce que sa liberté d'opinion, puisqu'aujourd'hui il est plus libre de ses opinions, s'il veut se défaire de ce cloisonnement, de ce politiquement correct, qui après tout, c'est uniquement ça qui empoisonne ces questions-là, parce que l'insécurité et l'immigration, au départ, ce sont pas des sujets qui sont politiques. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on rêve de se faire casser la figure. Ça n'a aucun sens. Mais ces sujets ont été volontairement politisés, ils ont été volontairement marqués extrême droite pour justement confisquer et interdire un débat de société légitime. Et aujourd'hui, le Français, il est criminalisé dans ses inquiétudes et il refuse cette indépendance qui lui tend les bras. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment ce que je nous reproche en général, c'est que on est dans cet état d'attente et on se dit que le jeu se joue sans nous et on ne cherche même plus à y participer. Et finalement, je fais une sorte d'appel à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on est capable, nous tous, de faire quelque chose, de diffuser, ne serait-ce que de diffuser l'information, de refuser de baisser les yeux devant ce politiquement correct, de dire un peu plus ce que l'on pense et un peu moins ce que l'on veut que nous pensions, et donc d'aller vers une forme de reprise en main de notre destin. Alors pour dire oui ou pour dire non à l'immigration, ça c'est un autre débat, chacun jugera sur pièce. J'apporte dans ce livre un élément au débat, chacun peut le critiquer, chacun peut faire sa propre enquête, mais il est important que ce débat soit repris aux médias et rendu à la démocratie. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur ce livre. Maintenant, si vous avez des questions sur un point précis, un développement, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci.